dans le désert. J'ai toujours soif, toujours à chercher ma salive. Puis en plus de ça, vous savez, je prends beaucoup de pilules, puis j'essaie de diminuer le sel. Mais ce que je n'ai pas réussi à enlever complètement, c'est ma carte. Ma carte, c'est un petit plaisir. J'ai diminué mes quantités, j'en prends moins, mais je prends ma canette de carte des après-midi. Malgré ça, j'ai toujours très soif. Quand on me dit de diminuer encore plus, j'imagine juste que ça va être pire. Je sais que je serais capable. Pour vous, la canette de bière, c'est important. Ben, ça a l'air fou à dire de même, mais c'est un petit plaisir que j'ai. Et pensez-vous peut-être on pourrait réduire les liquides sans toucher, sans couper la canette de bière? Ça serait possible de couper ça, puis en plus, de peut-être trouver des façons de me désattacher un peu. Moi, je pense que non. Parce On a déjà parlé de certains trucs pour aider à diminuer les liquides, avoir moins de stock. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de ça? Je pense pas, là, les petites affaires, mais j'ai jamais vraiment essayé parce que. Moi, j'en ai quelques-uns en tête. Il faudrait qu'on s'entende sur tous les trucs que j'ai à vous proposer ou qu'on aimerait. J'en ai quelques-uns. Peut-être vous aider si vous voulez qu'on en parle. Ben, quand vous me dites que peut-être je peux conserver ce que j'aime le plus, qu'en plus vous me dites que je peux trouver des façons de les altérer avec certains trucs, ben oui, allons-y, parlez-moi de ça. Absolument. Tout à fait. Pensez-vous qu'on pourrait avoir plus de succès avec cette approche? Sonia est vraiment, comme dans le vidéo, je vous le dis. C'est une vraie bonne infirmière. Je ne sais pas si à ce stade-ci, on prendrait quelques questions par rapport à ça ou si on roule avec le... On continue. Donc, on vous a préparé 3 cas. Le deuxième cas est dans un tout autre registre. Monsieur Lepage, je ne sais pas, je t'ai inspiré. Mais je vous ai vieilli, là, un peu. 60 et... Mon Dieu. Ça va pas mon bien. Dieu, je me sens plein dedans, je le connais presque pas, puis je dis ça. Je m'excuse. Retraité. Référé par son médecin de famille suite à la découverte d'une fraction d'éjection abaissée pour un patient qui consultait initialement parce qu'il était essoufflé et avait de l'édème. Vous évaluez M. Lepage qui vous raconte que plusieurs membres de sa famille sont atteints de maladies coronariennes. Vous évaluez sa classe fonctionnelle à 2. Les examens complémentaires que vous avez demandés vous laissent croire qu'une maladie ischémique pourrait être la cause de la dysfonction systolique chez ce patient. Et vous jugez que le patient a besoin d'une coronaro, mais ce dernier refuse catégoriquement. Son jeune frère de 64 ans est décédé des suites d'une coronaro il y a 1 mois. Quiz. J'accepte le refus du patient. C'est un patient majeur et vacciné. C'est lui qui décide. B. Je considère que je fais de la mauvaise médecine. Je ne souhaite pas traiter ce patient. Je pense que ce patient est inapte ou dépressif. Je le fais évaluer en psychiatrie. D. Je dois trouver une façon de le convaincre. Quand même, 12 % acceptent le refus, 0 % l'option 2. Quand même, 4 % pensent que notre patient pourrait être inapte ou dépressif et 82 % de l'audience pensent qu'il faut trouver une façon de le convaincre. Le refus de traitement, excusez-moi, le refus de traitement, ici, ce qu'on est comme professionnel, c'est très difficile quand on a l'impression qu'il y a un traitement ou un examen avec possiblement beaucoup de bénéfices pour le patient, avec, oui, des risques, mais pas si grands que ça, et que le patient refuse. Souvent, c'est ça. Notre premier réflexe, c'est de se demander, est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend ce qu'on lui explique? Est-ce qu'il comprend que c'est pas si pire que ça que d'avoir une coronarographie, par exemple? Est-ce qu'il est déprimé? Est-ce qu'il est apte? C'est souvent nos premiers réflexes. Parce que c'est très frustrant et souvent, en tout cas dans le cas ici présent, on peut penser que s'il y avait une coro puis qu'on pouvait dilater quelque chose, on pourrait améliorer la fraction d'éjection puis que ça pourrait améliorer sa survie. Donc, à la limite, est-ce que vous pensez qu'on peut laisser mourir un patient pour respecter ses droits, son autonomie? Delphine, je t'interpelle là-dessus. Est-ce que théoriquement, on peut? Oui. On pourrait, à la limite, laisser mourir un patient. On peut penser aux témoins de Jéhovah qui refusent des transfusions sanguines, par exemple.
et qui arrivent à l'urgence en hémorragie. Cependant, devant un patient comme M. Lepage, on a la responsabilité comme clinicien de tenter d'entreprendre un dialogue, et j'insiste sur dialogue, hein, c'est pas un monologue où on lui explique simplement ce qu'est la procédure, mais de dialoguer avec lui pour essayer de comprendre son refus, puis d'aller un peu plus loin, pour s'assurer que le refus, tout comme le consentement, va être libre, éclairé, et sans non plus pression indue d'un tiers, comme une famille, par exemple, qui, je vais à l'extrême limite, souhaiterait avoir son héritage. Qu'est-ce qui peut expliquer un refus? Les croyances des patients sont vraiment à considérer. Des patients qui vont nous sortir ça, puis ça, c'est quand même assez fréquent quand on fait de la clinique d'insuffisance cardiaque, je pense entre autres aux défibrillateurs. Patients qui se sentent protégés, ça ne leur arrivera pas à eux. Leur foi les protège, ou peu importe, moi dans ma famille, on meurt toujours d'insuffisance cardiaque, de maladie coronarienne, ça ne donne rien que je m'impose ces traitements-là, ces pilules-là, ces examens-là, parce que de toute façon, c'est annoncé d'avance. 50 ans, chez nous, tout le monde meurt. La peur, comme M. Lepage semble le démontrer, la peur de mourir, la peur des complications. Le déni, donc de ne pas comprendre, de ne pas réaliser la gravité de la situation. Le manque de confiance envers les professionnels et le système de la santé. Puis là, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, dans vos cliniques. Chez nous, c'est comme ça. Écoutez, on a 7, 8 cardiologues différents qui font de la clinique d'insuffisance cardiaque. Le patient se présente au mois, aux 2 mois. C'est jamais le même professionnel, sinon l'infirmière qui est là. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours facilitant pour les patients quand on entreprend des discussions en regard d'un traitement. Les doses de médicaments changent souvent. Donc, pour certains patients, le fait qu'on joue tout le temps avec leurs pilules, ça peut être « Écoute, ils savent-tu qu'est-ce qu'ils font? C'est-tu de l'expérimentation? » etc. Donc, tout ça entre en ligne de compte. Puis l'expérience de vie des patients. Hein. Nous, on en a eu un. Il ne voulait pas être hospitalisé parce que c'est les dents naturelles de sa femme qui est en sclérose en plaques, puis c'est lui qui allait avec le lift le matin puis qui fait tout. Donc, quand on prend le temps de comprendre ce qui se passe, on peut facilement trouver des solutions pour peut-être faire accepter des tests, des examens, des traitements à des patients, mais ça prend plus de temps. Retenir que jusqu'à preuve du contraire, le patient est apte. C'est seulement si vous avez des indices importants qu'un patient ne comprend pas qu'il est inapte qu'on peut considérer de faire, suite à des examens mini-mentales, des MOCA, faire appel aussi aux proches pour avoir un peu son fonctionnement dans la vie de tous les jours, faire appel aux psychiatres, neuropsychologues, ergothérapeutes pour nous aider en ce sens-là. Mais ce n'est pas parce qu'un patient refuse un défibrillateur, refuse une coronarographie qu'il est inapte. Le consentement éclairé ne prend son sens que lorsque le refus éclairé peut aussi être accepté. Je vais laisser la place à Delphine pour une partie de la présentation. Comme Nathalie vous le disait déjà, effectivement, on trouvait que c'est quand même important de revenir aux notions sur le consentement parce qu'on parle toujours de consentement libre et éclairé, mais on oublie les autres. Le libre et éclairé, c'est la base, mais il faut aussi parler d'un processus qui est continu. Donc, la personne a le droit de changer d'idée. La personne, au fur et à mesure que sa maladie s'aggrave ou à la limite qu'il y aurait une amélioration, peut-être pas dans vos expériences, mais dès qu'il y a un changement, ça fait qu'on doit revoir le plan de traitement et donc on doit rediscuter avec notre patient et donc ça se fait en continu. Un patient qui dit non à un moment X peut finir par dire oui sans pression indue parce qu'on a discuté, parce qu'il y a des choses qu'on a réussi à clarifier avec lui. Interactif, donc ça revient à ce que Nathalie disait aussi, ça engage un dialogue idéalement interdisciplinaire et qui implique aussi les proches. Puis moi, j'insiste beaucoup pour sensibiliser les soignants. Quand on entrevoit un traitement, surtout une chirurgie ou quelque chose d'assez invasif, il faut être 2 pas en avant pour le patient. Il faut être capable de dire au patient, après, voici ce qu'on s'attend normalement pour vous. Est-ce qu'il y a une réadaptation? Combien de temps en général? Est-ce qu'il y a un retour à domicile qu'on peut faire ou pas? Si la personne est déjà avec beaucoup de comorbidité, peut-être qu'elle ne pourra pas retourner chez eux. Bon, mais si déjà on a en tête que c'est un hébergement que ça va prendre après, bien, cette personne elle a le droit de le savoir là et maintenant, parce que si elle ne veut pas être hébergée, bien, ça va influencer son consentement. Donc, travailler beaucoup avec les travailleurs sociaux puis les autres professionnels pour avoir cette vision-là très claire. Ce n'est pas juste je traite l'organe puis après ça retourne chez eux. Proportionnel, évidemment, plus une décision est importante, plus le degré de compréhension et d'accord doit être vérifié. Donc, dans le cas qui nous concerne, puisque ça a un impact important sur la survie, puis qu'on estime que c'est effectivement pas quelque chose qui est très
dangereux, qui comportent des risques majeurs, c'est important de s'assurer que la personne la comprend bien pour s'assurer qu'effectivement, il y a un consentement éclairé. Le refus, comme disait Nathalie, effectivement, corollaire du consentement de soins, on a le droit de consentir, on a le droit de refuser. Il faut que le refus soit éclairé. Donc, il faut qu'on s'assure que le patient a une pleine compréhension des risques et des conséquences de ne pas recevoir le traitement proposé. Et c'est là qu'on peut aussi évaluer l'aptitude. Des fois, la personne comprend son refus, elle comprend qu'elle n'accepte pas, puis tout, mais elle ne comprend pas les conséquences. Elle ne comprend pas vraiment qu'elle va mourir. Tu sais, quand quelqu'un va vous dire « Oui, mais Dieu va me sauver », là, ou quelque chose, je ne dis pas que ça veut dire que c'est un illuminé, mais il y a quelque chose là qu'il faut aller sonder. Ça peut être ses valeurs qui sont formelles et sa foi, il y a quelque chose là parfait, mais il faut s'assurer que ce n'est pas autre chose pour s'assurer qu'il y a une bonne compréhension des conséquences. Le droit d'être informé, de façon éclairée, ça ne veut pas dire par contre qu'un devoir d'être informé. Il y a certains patients qui refusent d'être informés des conséquences de ne pas recevoir des traitements. Ils disent, regarde, là, décidez pour moi, je ne veux rien savoir de vos affaires, c'est vous qui êtes le meilleur là-dedans. Techniquement, c'est un refus valide. Là, je me mets dans la peau de l'avocate. Je dis toujours aux professionnels, arrangez-vous pour dire un minimum quand même. Tu sais, dire, écoutez, moi, je dois vous donner telle information. On y va très, très à l'essentiel, puis on prend une bonne note au dossier pour être certain que ça ne cause pas de problème, et aussi qu'on puisse revenir à la personne. Vous savez, vous ne vouliez pas avoir l'information, mais là, je pense que ce serait peut-être le fun qu'on s'assoie et on en discute. Ça peut être un moment d'échange aussi. Donc, effectivement, si on estime que la personne est inapte, c'est un refus catégorique. La personne qui est même jugée inapte avec un mandat en cas d'inaptitude homologué et tout, elle a le droit au refus catégorique. Il faut passer devant un juge dans ce temps-là pour aller demander de procéder. Donc, il faut toujours se centrer la prise de décision sur le patient, sur ce patient-là. Il y a l'information générale qu'on s'attend que tout patient raisonnable devrait vouloir savoir, mais il y a ce patient-là qui est devant moi avec sa vie, ses enjeux, sa capacité de comprendre, son degré d'éducation, sa langue, qui fait en sorte qu'il faut qu'on adapte notre contenu d'information par rapport à lui. Donc, un patient qui refuse un examen, un traitement, il ne doit pas, par contre, être abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il va refuser tout le reste. Il faut revoir notre plan de soins ou notre plan d'intervention en fonction de ce refus-là, toujours en s'assurant, par contre, que ça ne nous fait pas faire de la mauvaise médecine. Donc, si à un moment donné, il y a certains refus qui font en sorte que, bien, il refuse ça, mais il n'accepte pas ça, puis moi, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut le refléter, ça, au patient, parce que le droit de refus n'implique pas de vous faire faire de la mauvaise médecine ou des mauvais soins. Donc, il y a une réflexion des fois à faire en équipe là-dessus pour voir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui est essentiel pour nous, puis le refléter au patient. Donc, on doit l'accompagner dans sa décision, même si on n'est pas d'accord avec ses choix. On dit toujours, nous autres en éthique, des fois, on n'est pas d'accord avec le choix d'un patient ou d'un traitement, même par rapport à un autre membre de l'équipe, mais on est capable de se rallier parce qu'on sait que c'est ce qui est le mieux pour le patient ou ce que le patient voudrait pour lui-même. Dans ce temps-là, ça fait du sens. On n'a pas l'impression qu'on fait, soit qu'on abandonne ou qu'on fait de l'acharnement thérapeutique. Puis on a tendance, évidemment, à voir la mort comme quelque chose de... Hein, il n'a pas vaincu son cancer. Ben oui, mais là, je veux dire, il faut réfléchir, la mort va arriver de toute façon. Puis même, je vous dirais, à la limite, ce qu'on voit dans les recherches récentes, justement, on a discuté d'un article là-dessus avec Nathalie, de plus en plus, pour les gens qui font de l'insuffisance cardiaque ou des maladies rénales ou des gens qui ont des pronostics longs, là, commencer à parler rapidement des niveaux de soins, commencer le plus tôt possible à parler des soins palliatifs, commencer le plus tôt, parce que plus on réussit à avoir ce lien-là avec le patient, moins on arrive, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va arriver, moins on arrive avec des écueils puis des crises et tout. Donc ça, c'est un processus qui est en train de se mettre en place, même au niveau des recherches récentes.